Il y a des débats difficiles à avoir. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il faut que ça évolue. La rencontre, la traverse, Barrette. Ça peut pas être pire, là. Voilà ce qu'on appelle le côté sombre de la politique. Minute, là. C'est tout. C'est simple de même. Alors, Emmanuel, là, les nouveaux tarifs là, imposés par Trump, c'est-tu encore une crampe au cerveau ou c'est là pour rester? On réplique comment? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense pas que c'est une crampe au cerveau. Je suis pas certaine. Je pense pas qu'ils sont là pour rester. Je pense qu'on a vu jusqu'ici que M. Trump utilise les tarifs comme levier de négociation. On le sait depuis le début. On sait aussi qu'il a été profondément heurté, blessé, insulté, humilié de se faire traiter de taco la semaine dernière. Trump always chickens out. Et Trump se dégonfle tout le temps à cause de ses allers-retours sur... Alors, est-ce qu'il a dit... Et on sait aussi qu'il trouve que les négociations, parce que le but, là, c'est bring me deals, on l'a entendu là, avec les partenaires commerciaux, vont pas à son goût. Parce que jusqu'ici, il n'y a que la Grande-Bretagne qui a signé. L'Europe n'a pas signé, les pays asiatiques n'ont pas signé. Le Mexique. Non plus. Non plus. Personne n'a signé. Le Canada n'a pas signé. Alors ça le frustre. Déjà, la semaine dernière, on a envoyé une lettre en disant hey, tout le monde, là, c'est sérieux, sinon, etc. Alors là, est-ce que c'est un geste d'éclat pour essayer de mettre de la pression sur l'ensemble des partenaires pour avoir, lui, un meilleur deal, comme on dit? C'est comme ça que moi, je l'interprète. Et ça semble aussi être la façon dont le gouvernement fédéral l'interprète. Parce que la réaction de M. Carney était forte, c'est illégal, injustifié. Mais en même temps, il n'a pas comme fait une adresse à la nation en train de se déchirer la chemise. Là. Il a dit c'est illégal, c'est injustifié. On a déjà des tarifs de représailles en place et on est en train de négocier intensivement avec les Américains. On a besoin d'un petit peu de temps, mais pas trop. Puis si ça marche pas, là, on va mettre d'autres tarifs de représailles. Alors, c'est comme si le Canada semble très clairement être sous l'impression qu'une entente, on s'entend là, c'est pas un accord de libre-échange avec des virgules, des paragraphes, des sous-sections, de je sais pas quoi, tu sais, un mémorandum, là, tu sais, un concept, là, est à portée de main. Et donc, on se donne la chance d'y arriver jusque-là. Gaétan, je ne sais pas si tu te souviens de Sean Connery dans The Untouchables. Il fait un policier qui combat Al Capone. Puis il dit à un moment donné, la seule façon de battre Al Capone, c'est que quand il sort un couteau, tu sors un gun. Puis quand il envoie un des tiens à l'hôpital, tu envoies un des siens à la morgue. Est-ce qu'il va falloir, Doug Ford, il dit, il va falloir être tough avec Trump parce que c'est ce que tu penses. La doctrine Sean Connery. C'est assez amusant comme parallèle parce que, à bien des égards, ça fonctionne dans ce milieu-là. Mais rappelons-nous que Al Capone, il a été arrêté sur la base de la comptabilité. Oui. Alors, ça marche pour la guerre, là. La guerre fait des morts. La guerre équilibre ces choses. Sur le plan du nombre de soldats et non, mais une guerre tarifaire, c'est-à-dire nous autres aussi, on va jouer hardball. Mais ça marche pas tant que ça. Quand M. Ford a essayé de surtaxer son électricité, Doug Ford a redoublé encore plus les tarifs qu'il imposait au Canada. Donc, tu peux pas rentrer dans un jeu d'escalade avec lui. C'est ça aussi le problème. Moi, je pense qu'il y a un good cop, bad cop là-dedans. Là. M. Ford passe sa vie à la télé aux États-Unis, sur Fox, sur CNN. Alors, c'est très payant de l'envoyer, de dire c'était écœurant, puis on va mettre d'autres taxes, puis il faut que le Canada soit plus dur. Puis là, tu sais, ça envoie le message là, que le Canada là, va vraiment là, être sérieux. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement fédéral négocie, tu sais. Puis c'est pas nous autres qui avons le gros bout du bâton, Gaétan. On a un bâton, mais il n'est pas aussi gros que l'autre. Le problème ici, là, c'est que dans une guerre commerciale, ça demeure une guerre. Et dans une guerre, il y en a un qui sort vivant, puis il y en a un qui sort amoché ou mort. Et lui, ça ne le dérange pas parce que ce n'est pas lui qui va sortir mort. Il peut être amoché, mais pas autant que nous autres. Ce qui m'inquiète le plus là-dedans, évidemment, c'est l'imprévisibilité de ce que peut faire Donald Trump. Ouais. Mais surtout, si jamais il y a un gain, là, parce qu'il en reste pas moins que sur le plan du calcul, là, il peut avoir des avantages en bout de ligne. Si jamais ces tarifs, qui sont rien d'autre que des mesures protectionnistes, faisaient en sorte que pendant son mandat, l'emploi allait un peu mieux, même si ça coûte un peu plus cher.
C'est pas parce que ça coûte plus cher que le monde en est nécessairement moins riche chez les Américains. S'il avait la faveur populaire, les républicains resteraient, et les démocrates, s'ils prenaient la place de Trump pour d'autres raisons, mais par définition, eux aussi sont protectionnistes. Alors, si jamais il y avait un avantage pour les Américains dans les 2-3 prochaines années, je peux pas le prédire, c'est contre toutes les théories économiques, mais il en reste pas moins que peut-être que si ça arrivait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tarifs qui restent. Peut-être qu'ils sont inférieurs, mais il y a des tarifs qui restent. Et ça veut dire que ça a un impact à long terme sur le Canada. Moi, je dis qu'on entre dans le bois et qu'on n'est pas sorti du bois encore. Parce que ça va faire mal, là, les nouveaux tarifs, là. Oui, Sur parce que quand l'aluminium, les tarifs sont à l'acier. 25 objectivement, surtout les grandes entreprises, là, les Alcoa, Rio Tinto, etc., ils sont capables, pour prendre l'exemple de l'aluminium, sont capables d'en absorber une petite partie puis d'en donner, de faire payer une petite partie à leurs clients. Fait que t'es capable de moyenner, mettons, à 50 tu peux plus. Ben non. C'est game over, là. Mais, alors, c'est sûr qu'il n'y a pas de porte de sortie autre et que, c'est bien beau trouver une façon de développer des nouveaux marchés, etc., mais ça prend du temps. Puis le problème de liquidité, de cash flow, de job, il est maintenant, là. Puis c'est la raison pour laquelle, ça, c'est intéressant, puis il faut le mentionner, c'est que Québec a mis des programmes en place, mais c'est beaucoup pour les petites entreprises, qui ont des problèmes, les PME, là, qui ont des problèmes de liquidité, justement, là. Mais il n'y a pas de programme pour les méga grosses entreprises, les Rio Tinto, Alouette, etc. Et là, c'est là qu'on voit si le gouvernement fédéral pourrait intervenir. Ma lecture en ce moment, c'est que le gouvernement, avant d'annoncer ça, le gouvernement fédéral va être sûr que son deal va pas tomber à l'eau parce qu'en même temps, à chaque fois que le gouvernement aide une entreprise, tu mets de l'eau au moulin de Donald Trump qui dit qu'on les subventionne injustement. Ben oui. Et c'est ça le problème parce qu'il faut comprendre que dans la logique des Américains, la raison pour laquelle leur secteur de l'aluminium a quand même chuté de 80% en 30 ans, c'est parce que nous, on subventionne notre électricité. Donc, le Québec a livré une concurrence déloyale aux alumineries américaines. Tu comprends? Alors, c'est très délicat pour le gouvernement d'intervenir trop rapidement auprès des grandes entreprises pour ça, parce que là, tu lui donnes des arguments pour poursuivre sa guerre tarifaire. Et c'est pire que ça, parce qu'actuellement, on va, d'ici la fin de la semaine, de toute évidence, adopter sous bâillon le projet de loi 89. Et le projet de loi 89 prévoit une augmentation du tarif L, qui est le tarif préférentiel donné aux entreprises, notamment aux alumineries. Sur le plan purement comptable, ce gouvernement, qui est à 1 an et demi, un petit peu moins d'être en campagne électorale, qui est populiste à mort, qui va passer un projet de loi qui dit qu'on va limiter la croissance des tarifs résidentiels à 3% et faire payer plus les entreprises, il est mathématiquement possible, en prenant en considération le futur tarif L qui va augmenter le taux de change et ainsi de suite, peut-être qu'à un moment donné, l'avantage de rester au Canada, qui est basé exclusivement sur le coût d'électricité, va diminuer ou peut-être même disparaître. C'est toujours possible. Bien ça, quand on va arriver là, bye-bye les alumineries, là. Parce que les alumineries ne sont pas ici parce qu'on parle français, puis qu'on est beau, puis qu'on est fin, là. Ils sont ici parce que l'électricité est pas chère, ils sont propriétaires de leur barrage, on a une main-d'œuvre compétente, mais surtout l'électricité. Et comme tu le sais sans aucun doute, la main-d'œuvre au Québec, elle coûte plus cher que la main-d'œuvre aux États-Unis. Alors moi, quand je regarde le populisme de François Legault avec son projet de loi 89, qui va monter les prix à l'industrie, ben, quand je pense aux alumineries, là, ben, ça m'inquiète. Parce qu'au bout de la ligne, là, c'est bien beau monter les tarifs de l'industrie, mais à la fin, le coût est toujours refilé aux consommateurs qui vont voir une facture qui ne montre pas beaucoup, mais les dommages collatéraux peuvent être très importants. Très, très importants. Et dans l'aluminium, j'ai bien hâte de voir. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt. On rentre dans le bois, là. On n'en est pas sorti du bois. Parce que c'est ça la réalité, là. Okay, imagine si les tarifs restent là longtemps, là. Je te dis, c'est bye-bye, là. Parce qu'en plus, on augmente les tarifs, on augmente le tarif L. Allô, la Terre. Mais il faut se faire élire l'année prochaine, là. C'est important.
Je veux lui parler d'un autre bois dans lequel on est, parce que je veux revenir sur la chronique que tu as écrite, Emmanuel, c'est grève. Là, tu as vu, là, c'est les grèves du transport en commun. Oui. Puis là, ils ont dit, ben, vous avez rien qu'à marcher et à prendre votre vélo. Il y avait un texte dans la Gazette là-dessus. Ben oui. Là. C'est ça qu'ils ont dit. Mais marchez, prenez votre vélo. Vient de finir. Là, attends une minute, on fait. Qui est en grève? Là? On dirait qu'à tous les jours. Il y en a pas mal. À tous les jours, la construction. Il y a la construction, il y a. Ben, là, les CP ont réglé. Mais il y a la construction, il y a les ingénieurs de l'État et l'aide juridique ont suspendu leur grève pour faire un blitz de négociation. Il y a Post Canada qui est sur le point de retomber en grève. Oui. On a eu. Là, on a la grève du transport en commun à Montréal, mais à Québec aussi. Faut pas oublier. Il y a une culture de grève au Québec. Oui. Puis j'ai essayé de. C'est la limité ce qu'on CEPAC, peut. Maxime dit peut-être la CEPAC aussi, en tout cas. Mais... Oui, ben oui, c'est vrai. La CEPAC. La CEPAC, mais qu'il y a eu une grève ciblée là, de quelques jours. Est-ce que la CEPAC va prendre les Québécois en otage et partir en grève pour le reste de l'été? Et c'est quand même fou, hein? L'Institut économique de Montréal a recensé les chiffres. Le Québec, c'est 23 % de la population. 91 des conflits de travail au Canada. Comment ça? Ben, là, il y a plein de théories autour de ça. Hein? De un, il y a une culture de militantisme syndical beaucoup plus fort au Québec, qui est née là, dans les grandes grèves des années 50, 60, tout ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y avait eu une paix syndicale, si on veut, là, des années 80 juste presque à la pandémie, là. Et il y a eu deux facteurs en même temps. Il y a eu le problème de la pandémie, la crise du coût de la vie, qui est venue avec, premièrement, et ajoute à ça l'espèce de logique syndicale qui, semble-t-il, est propre au Québec, où la priorité, c'est de sauver des jobs au lieu des personnes, OK? Et où la logique, c'est que si tu menaces pas la grève, tu t'es pas battu assez fort. Tu comprends-tu? Faut se battre jusqu'au bout, un pied dans le précipice, faut leur mettre le couteau sur la gorge. Puis ils ont comparé avec des pays scandinaves où il y a le même taux de syndicalisation que le Québec, puis où il n'y a pas de grève. Parce que tout est basé sur la négociation, puis quand il y a des mises à pied ou etc., tout est basé sur la valorisation, la formation des employés. Alors, la logique est complètement inversée. Puis moi, je pense qu'au Québec, on paie le prix aussi dans tous les autres secteurs publics. Non seulement est-ce que le secteur public est plus gros, mais à partir du moment où, face à la grève du Front commun, le gouvernement Legault a cédé, bien, après ça, il n'y a plus un autre syndicat qui va régler. Parce que là, t'as moins de courage que le Front commun. Et donc, ça aussi, ça crée, je crois, une boucle qui fait qu'on se retrouve dans des conflits de travail perpétuels. Et aussi, je pense, Gaétan, c'est la province où il y a le plus de pourcentage de gens qui travaillent pour l'État. Aussi. Bon, ben ça, je ne sais pas si on est la plus grosse province, probablement que oui. Mais il y a une chose qui est certaine au Québec, on a un discours qui est très, je dirais, misérabiliste. Là. On est des victimes. Alors, quand tu écoutes le discours syndical, là, c'est un goulag de travailler pour le public. Là. Tu sais, reprends le discours de tout le monde. Là. C'est toujours, on tient le système à bout de bras, on est épuisé, on veut un rattrapage, on veut ci, on veut ça. Tout est superlativement négatif. Là. Oui. On est exploité par l'État. On aurait une loi qui dirait, OK, à partir de maintenant, là, faites plus de grève, on va vous donner l'inflation, vous allez suivre. Là. À tous les 6 mois, on va ajouter l'inflation, puis on va ajouter votre rémunération. Les syndicats ne seraient pas contents pareil, parce que la culture de la bataille syndicale ici est de non seulement maintenir sa position dans la hiérarchie sociale, mais de changer de position. Mais on change là par des décimales. Alors, c'est ça la guerre. La guerre, là, la grève, elle se fait là pour améliorer son sort, changer dans le rang, là. Ah, moi, là, je suis à tel niveau dans les échelles, je veux changer d'échelle. Et quand tu négocies avec n'importe qui dans le secteur public, ce que j'ai fait, là, ce n'est que ça. La négociation au Québec, c'est un gros fichier Excel et tout le monde veut changer de numéro de case. Moi, je veux passer de la case 32 à 31. Alors, tu pourrais arriver et leur dire, là, OK, là, on comprend que vous devez garder votre pouvoir d'achat. L'inflation est à 1,1. On vous offre 1,1 pour maintenir votre position. Non!
grève pareil parce que là arrive le discours, je suis épuisé, je tiens le système à bout de bras, ceci, cela. Ça va être la grève pareil. Elle est là, notre culture. En terminant, on est incapable de faire un lock-out, là, puis on n'est pas capable de congédier personne. En terminant, Emmanuel, là, il y a comme une culture. Tu sais, la Fédération autonome de l'enseignement, c'est tout le temps non. À chaque fois que le gouvernement propose quelque chose, c'est tout le temps, c'est mauvais, non, on veut rien savoir. Les syndicats veulent gérer à la place des patrons. Ceci étant dit, comme on dit en anglais, it takes two to tango, tu sais. Puis moi, je pose la question, jusqu'où est-ce que l'ultra-bureaucratisation de l'État québécois fait en sorte, à un moment donné, que les bottins de règles sont tellement lourdes que ça aussi, ça nourrit le syndicalisme militant, exagéré et agressant parce qu'ils se répondent l'un à l'autre. Tu sais, prends une super bonne prof, là. Mais là, devant sa classe, enseigne-leur leur deuxième année, puis merci, tu feras un bulletin à la fin de l'année. Il n'y en a pas de problème, tu comprends-tu? Oui. C'est tout le reste qui vient après. Et donc, c'est ça, moi, je pense, qui crée, entre autres, cette roue infernale. Puis ceci étant dit, un problème, la FAE, on en a fait la démonstration là, pendant le conflit de travail. Les gens qui ne sont pas intéressés par le militantisme syndical ne votent pas. Ben oui. Et donc, tu as une culture aussi de désintérêt envers le syndicalisme qui a souvent une mauvaise réputation, qui fait que ce sont toujours les plus radicaux qui prennent le contrôle, puis que les autres, ben, préfèrent se taire puis laisser passer le train. Donc, finalement, on a les grèves qu'on mérite au Québec, là. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Salut.